Alors, le Magic Quadrant de Gartner pour les TMS, les systèmes de gestion du transport, c'est un nom qu'on entend partout, souvent décisif quand une entreprise doit choisir une technologie. Ouais, tout à fait. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment le guide ultime, la boussole infaillible pour trouver le bon TMS? C'est ça. Parce qu'on a d'un côté la description officielle de Gartner, leur méthodologie, le rapport 2025 sur les TMS, tout ça. Voilà. Et de l'autre, on a aussi regardé des analyses plus critiques qui disent attention, ce classement, il est peut-être un peu déconnecté de ce que vivent les chargeurs au quotidien. Les entreprises qui expédient, oui. Ces critiques suggèrent que le classement pourrait même être un peu biaisé. Donc l'idée, c'est ça, notre exploration aujourd'hui. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce que ce quadrant nous dit vraiment sur le marché des TMS, et surtout ce qu'il cache peut-être. On va confronter la vision Gartner qui parle de rigueur, de standardisation, Avec les critiques qui, elles, pointent du doigt un manque de pertinence pratique, quoi. c'est ça, en se concentrant bien sur le quadrant TMS spécifiquement. Ok. Alors, juste pour rappeler vite fait, le quadrant Gartner, c'est un graphique, assez simple visuellement, deux axes, C'est ça. Capacité d'exécution, les ability to execute. et complétude de la vision, completeness of vision. Et ça classe les fournisseurs en quatre catégories. Leaders, challengers, visionnaires et acteurs de niche. L'objectif affiché par Gartner, c'est d'aider les entreprises à y voir plus clair, de façon standardisée. Une aide à la décision, en somme. Mais c'est là que ça coince un peu, non? Sur le premier axe, la capacité d'exécution. Oui, justement, Gartner regarde la santé financière, la présence sur le marché, le marketing, les ventes, des critères importants, certes. Mais oui. Mais la grosse critique, c'est que ça ignorerait un point crucial, les délais réels de mise en œuvre sur le terrain. Ah oui. Imaginez, un fournisseur est classé leader, super, sauf que dans les faits, ça peut prendre 18 mois pour que son système soit vraiment opérationnel. 18 mois. Oui, et d'ailleurs, même Gartner le mentionne parfois dans ses mises en garde, comme pour Blue Yonder dans le rapport 2025, où ils évoquent le coût total élevé et les longs délais. Or, la plupart des chargeurs, eux, ils voudraient un truc qui tourne en 8 à 12 semaines, pas un an et demi. C'est un sacré décalage avec le besoin d'agilité qu'on attend de ces outils, justement. Exactement. Ça montre bien une potentielle déconnexion avec les réalités du terrain. Et l'autre axe alors? La complétude de la vision. Là, on parle de stratégie produit, d'innovation, de compréhension du marché. Oui, mais là aussi, il y a une critique qui revient souvent dans les sources qu'on a consultées. Laquelle? C'est que ces taxes pourraient, disons, valoriser un peu trop les beaux discours marketing, les buzzwords à la mode comme l'IA, la GenAI. Plutôt que l'innovation qui apporte vraiment quelque chose de concret à l'utilisateur. C'est un peu l'idée, oui. L'exemple cité, c'est que des acteurs comme Pando, Shipwell, Shipsy, qui sont qualifiés de visionnaires par Gartner, se retrouvent finalement assez bas dans le classement général. Hmm. Du coup, la question se pose, on évalue vraiment la vision ou plutôt la capacité à bien vendre cette vision, le budget marketing derrière? Intéressant comme point. Et il y a aussi les critères pour entrer dans le quadrant, non, c'est pas ouvert à tout le monde. Ah non, loin de là. Les seuils sont assez élevés. On parle de 10 millions de dollars de revenus juste pour le TMS, au moins 50 clients actifs, une présence hors de sa région d'origine. Ce qui, mécaniquement, exclut pas mal d'acteurs. Ben oui, ça exclut plein de boîtes, peut-être super innovantes, plus agiles, ou qui seraient parfaites pour des PME ou pour des marchés en dehors de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. D'ailleurs, ce focus un peu trop nord-américain et européen, c'est une autre critique qu'on entend, alors que le marché des TMS est mondial. Tout à fait. Ça limite la portée du cadran pour beaucoup d'entreprises. Et ça nous amène à une question euh, peut-être un peu plus sensible, celle de l'indépendance de l'objectivité de tout ça. Oui, le modèle économique de Gartner. C'est un sujet récurrent. Le fait que les fournisseurs payent Gartner pour certains services, comme les briefings pour présenter leurs solutions, ou pour pouvoir réutiliser le rapport dans leur marketing, ça soulève des questions. Clairement. Sur des forums comme Reddit ou dans certains articles, on voit ressortir cette perception d'un système un peu pay to win. L'idée que, bon, si tu payes Gartner, t'as peut-être plus de chances d'être bien placé. Même si Gartner, évidemment, défend bec et ongle l'objectivité de sa méthodologie, faut le préciser. Bien sûr. Mais cette perception existe. Et un autre point, c'est que le poids des retours utilisateurs directs, l'avis des clients finaux, ça ne pèserait pas si lourd dans la note finale, selon certaines analyses critiques. Ce qui est quand même un peu paradoxal pour évaluer un outil destiné aux utilisateurs. Mhm. Si on regarde le rapport TMS 2025 en lui-même, il nous montre quoi? Un marché complexe, fragmenté? Oui, avec des gros acteurs bien installés comme Leaders, Blue Yonder, eDopen, Oracle, SAP, c'est assez classique. Mais ce qui est frappant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, parfois,
Les mises en garde, les cautions que Gartner met dans son propre rapport semblent confirmer certaines des critiques générales. Exactement. La mise en garde sur les coûts et les délais de Blue Yonder, alors qu'ils sont leaders, ça fait directement écho à la critique sur la déconnexion entre la capacité d'exécution telle que mesurée par Gartner et le besoin de rapidité des entreprises. Donc même le rapport lui-même invite à la prudence en quelque sorte. On peut le lire comme ça, oui. Ça nuance le classement affiché. Bon, alors si on essaie de synthétiser tout ça, le Magic Quadrant pour les TMS, ça donne une vue d'ensemble, une cartographie des acteurs établis. C'est utile. Oui, c'est un point de départ. Mais il y a clairement des critiques importantes, hein. Un possible décalage avec les besoins réels du terrain, notamment la vitesse de déploiement, et puis des questions sur la méthodologie, l'objectivité. C'est ça. Ce n'est pas une solution miracle pour choisir son TMS, c'est une source d'infos parmi d'autres. Quelle serait la leçon à retenir pour une entreprise qui cherche un TMS alors? Clairement, il faut aller au-delà du simple classement dans le quadrant. C'est essentiel de creuser, de vérifier la rapidité de mise en œuvre réelle, pas juste celle annoncée. Chercher des avis d'utilisateurs indépendants aussi, j'imagine. Tout à fait. Et exiger une vraie transparence sur les coûts complets, pas juste la licence. Et surtout, valider que la solution colle vraiment aux besoins spécifiques de l'entreprise. Se fier juste au logo leader, ce serait vraiment une erreur. Très clair. Et pour finir, une petite pensée un peu provocatrice peut-être. Allons-y. Si ce Magic Quadrant a tellement d'influence qu'il finit par modeler le marché qu'il est censé analyser. Un peu comme une prophétie autoréalisatrice, où les leaders attirent plus de clients juste parce qu'ils sont leaders. Je vois où tu veux en venir. Comment une entreprise peut-elle faire pour dénicher et surtout oser choisir une solution TMS qui serait peut-être super innovante, disruptive même, mais qui n'a pas encore les moyens ou peut-être même pas l'envie de jouer le jeu coûteux de ces classements pour y figurer en bonne place? C'est une excellente question. Ça demande du courage et beaucoup de travail de recherche au-delà des rapports établis. Une vraie réflexion à avoir.